Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast Parlons avec cœur, édition du 2 février 2025. Aujourd'hui, j'ai la chance de prendre un temps avec vous en tête à tête, en mode solo. Ben oui, c'est le premier épisode de l'année en mode solo que j'ai l'honneur de partager avec vous et ça me fait grandement plaisir. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je m'appelle Sandra Côté, je suis éducatrice spécialisée et à l'enfance. J'ai eu la chance de passer les 16 dernières années dans le monde de la petite enfance, ce qui fait aujourd'hui que j'aimerais partager mes expériences et mes connaissances que j'ai pu observer et développer au cours là, de ma carrière depuis 2009. Pourquoi parlons avec cœur? Parce que j'avais envie qu'il y ait une place où que les gens pouvaient écouter des sujets qui méritent attention et discussion dans le but de sensibiliser et d'éveiller les consciences et de faire de l'éducation populaire. Mais j'avais aussi envie d'avoir un endroit où les gens pouvaient s'éduquer, se renseigner et se retrouver en un espace de non-jugement, d'écoute, d'empathie et de bienveillance et surtout de compréhension et de compassion. Donc, c'est pour ça que Parlons avec cœur et né. Puis, ce qui m'amène aujourd'hui à vous parler d'un sujet que je trouve qui est peu discuté et qui mérite justement attention et discussion, c'est repérer les signes d'un trauma complexe, d'un potentiel trauma complexe euh, en petite enfance. Donc, comment on peut repérer les signes qu'un enfant peut vivre un trauma complexe? Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais faire une parenthèse qui est importante. Si vous suspectez quoi que ce soit, vous avez des doutes sur quoi que ce soit, s'il vous plaît, faites preuve de discernement dans qu'est-ce que je vais vous manifester comme information à l'instant et allez vérifier auprès de professionnels et d'autorités compétentes dans le sujet, s'il vous plaît. Le trauma complexe. J'aurais aimé en savoir plus avant, mais je trouve qu'on devrait prendre un temps pour en discuter, pour au moins avoir une idée, c'est quoi les signes, les symptômes d'un trauma complexe qui pourraient se manifester en petite enfance. J'ai un rappel comme éducatrice spécialisée au niveau de l'éthique. Je n'ai pas le droit de diagnostiquer, je n'ai que le droit d'observer des faits qui sont mesurables, quantifiables et observables dans le temps. Très important de mentionner ici. Donc, ici, moi, mon but du podcast, c'est vraiment de le faire dans un cadre préventif et informatif, dans le but de sensibiliser et de faire de l'éducation populaire. Je le répète et j'insiste sur ce point, c'est important. Mais avant d'aller plus loin, laissez-moi vous énumérer quelques statistiques qui peuvent être importantes et qui peuvent être même impressionnantes. Le saviez-vous qu'il y a environ 1 milliard d'enfants dans le monde qui subissent une forme de maltraitance chaque année, selon l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS? Oui. Les enfants ayant vécu des traumas précoces ont 6 fois plus de risques de développer des troubles de l'attachement et des difficultés émotionnelles à l'âge adulte, selon l'Association américaine de psychologie. Les neurosciences montrent que les enfants exposés à des traumatismes répétés ont un taux de cortisol plus élevé. C'est quoi le cortisol? C'est l'hormone du stress. Puis, qu'est-ce que ça peut faire? Ça peut affecter la capacité des enfants à gérer les émotions et à les comprendre, et ça peut se manifester auprès de leur développement et de leur processus d'adaptation. Autre fait marquant, une étude du Centre de toxicomanie et de santé mentale du Canada indique que les enfants ayant vécu plusieurs formes de stress chronique sont plus à risque d'échecs scolaires et de troubles de santé mentale à l'adolescence et à l'âge adulte. Bref, ces chiffres nous montrent l'importance de détecter un trauma le plus tôt possible pour offrir aux enfants un cadre sécurisant et des outils pour mieux se bâtir ou voir se reconstruire. Mais ici, dites-moi, comment aujourd'hui on peut reconnaître les signes d'un trauma complexe en petite enfance? Je vous explique ça. Prends le temps même avec vous de vous accueillir et de vous expliquer ça par des faits, des témoignages, des observations et peut-être même que j'aurai le temps de vous donner quelques outils de prévention. Parce qu'identifier ces signes tôt,
peuvent faire une énorme différence, comme je le disais plus tôt, dans la vie d'un enfant. Puis, je me pose la question aujourd'hui, puis vous me direz si vous savez c'est quoi. Euh, on sait très bien que les premières années de vie sont cruciales pour le développement émotionnel et neurologique de l'enfant. C'est un fait. L'enfant apprend par expérimentation. Plus qu'il expérimente, plus les connexions neuronales vont se faire dans son cerveau. Si vous voulez plus d'informations, vous irez voir la documentation de Céline Alvarez à ce sujet-là. C'est très intéressant. Mais lorsqu'un enfant grandit dans un environnement instable, puis si on n'accuse pas personne, chacun a le droit de vivre à son rythme, a le droit de vivre ses propres défis et c'est OK comme ça. Mais parfois, il y a des situations qui nous arrivent malgré nous, qui arrivent que l'enfant grandit dans un milieu instable, marqué par de la négligence, de l'abus ou des événements traumatisants répétés. Mais qu'est-ce que ça peut faire? Ça peut entraîner un trauma complexe. Mais comment distinguer trauma complexe de trauma unique? Un trauma unique va souvent arriver dans une forme d'accident ou d'événement isolé. Un trauma complexe résulte d'une exposition prolongée à des expériences négatives. Il modifie le fonctionnement du cerveau et influence profondément les comportements, les émotions et les capacités de l'enfant à établir des relations sécurisantes. Mais vous allez me dire, mais Sandra, OK, oui, c'est un sujet sensible. Oui, il faut être indulgent dans tout ça. Il faut savoir être au neutre au niveau de nos émotions, je crois, et être empathique à la cause des gens. On vit dans un air que tout devient compliqué, tout devient difficile. Donc, les situations sont complexes et ça peut nous. Donc, comme je le disais, ça pouvait mettre, ça peut, la vie compliquée comme elle est aujourd'hui peut emmener involontairement ou voire même volontairement, ce qu'on ne souhaite pas dans les cas, à vivre des situations qui sont compliquées, difficiles. On n'est pas à l'abri de personne de vivre des difficultés et qui emmènent qu'on est soit moins disponible émotionnellement pour notre enfant, mais qu'on veut malgré tout son bonheur. Je pense que comme parents, on veut le bien-être de notre enfant et on lui donne qu'est-ce qu'on est en la capacité de lui donner. Et ça, c'est vraiment important de ne pas négliger cet aspect-là. Je crois que tout être humain a la capacité d'apprécier leurs enfants et de les aimer. Mais parfois, la vie, les complications emmènent des situations hors de notre portée qui font que ça peut amener des difficultés au niveau, malheureusement, du développement de l'enfant, au niveau de l'attachement avec l'enfant. Mais ici, c'est vraiment comprendre l'ensemble, le pourquoi dans l'empathie, dans la compassion, l'ouverture, l'écoute. Je crois que comme intervenant ou membre de l'entourage de cet enfant-là, il faut vraiment avoir qu'est-ce qui est gagnant, c'est la manière qu'on communique avec eux, la manière qu'on agit avec eux. Euh, bref, l'attitude qu'on a envers eux va faire toute une différence dans le processus de rétablissement, dans le fait que dans l'avancement de tout le processus d'adaptation ou de réadaptation que l'enfant, puis les parents ou encore l'entourage va vivre. Il ne faut pas négliger ça. Des fois, une présence, une écoute peut faire toute la différence. Il ne faut pas négliger ça. C'est sûr que là, je vais aller plus dans le théorique et je vais expliquer plus les impacts que ça peut avoir au niveau du développement de l'enfant, mais il ne faut pas oublier qu'avant tout, on a le droit d'être à l'humain, à l'erreur et qu'on est tous humains et c'est OK comme ça. C'est OK. C'est OK de te tromper. C'est OK de vivre des difficultés. Tout est OK.
Il faut se donner le temps, parfois, de passer à travers l'incommensurable ou l'inadmissible. Il faut se donner le temps, mais il faut aussi se donner les outils ou du moment qu'on se sent prêt, bien évidemment, ou aller chercher du support et du renfort quand on a besoin. Je crois que c'est important de le mentionner aujourd'hui. Puis, c'est sûr que l'enfant est au centre de tout ça. Puis, comme je le dis, si l'enfant est un filtre à café, lui, c'est une éponge. Un fil à café, vous l'appellerez, vous donnez le titre que vous voulez. Mais l'enfant, lui, il va se construire dans qu'est-ce qu'on lui donne. Donc, l'objectif, c'est essayons de lui donner le meilleur dans la capacité des possibles. Je veux dire par capacité des possibles, c'est que déjà là, avoir un vouloir, de vouloir s'en sortir, de vouloir s'aider, c'est déjà un pas de géant pour l'enfant, pour le parent, pour l'entourage. Donc, soyons ouverts, soyons prêts à aider, puis donnons le possible à ce que la personne est capable de recevoir dans le moment présent. C'est vraiment important. C'est vraiment le message que j'ai envie de transmettre avant d'aller plus dans l'aspect théorique qui est du moins non pas négligeable éventuellement. Euh, Parce qu'un parent veut toujours donner le meilleur de ce qu'il est capable de donner à son enfant. Il va donner tout l'amour qu'il peut. L'amour inconditionnel sera toujours là. Mais des fois, il y a des mécanismes ou il y a des systèmes d'adaptation qui se mettent en place que tout devient plus difficile pour la famille et pour l'enfant. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire pour eux? Je vous laisse méditer là-dessus. Parce que oui, il peut y avoir des troubles émotionnels, des troubles relationnels qui se mettent en place. Mais j'aime mieux dire difficulté que trouble. Trouble, je trouve que ça laisse trop place à l'étiquette. Je trouve personnellement. Mais, c'est un trauma complexe, qu'est-ce que ça va faire? C'est que souvent, ça va emmener l'enfant à avoir plus de mal à gérer ses émotions et créer des liens avec les autres. C'est que des fois, le parent est déjà en difficulté, il a déjà certains défis au quotidien, donc ça l'ajoute, voire peut-être un défi de plus. Je vous laisse en juger. Mais comment vous pouvez faire pour les aider au quotidien, ces personnes-là? Ou elle, comment peut faire pour s'aider aujourd'hui dans tous ces aspects-là qui sont non négligeables? Juste le fait de vous donner ces informations-là aujourd'hui peut définitivement aider quelqu'un, peut effectivement mettre en lumière une personne ou encore un parent. Donc, voilà l'importance de donner ces informations-là aujourd'hui dans la neutralité, l'authenticité et la bienveillance et l'amour de soi et de l'amour commun de tous et de chacun. Bref, au niveau émotionnel et relationnel, qu'est-ce qu'on peut repérer? Ben, l'enfant peut avoir la difficulté à faire confiance en l'adulte. Il peut être extrêmement collant ou avoir un attachement très serré avec un adulte ou vouloir à l'extrême éviter tout contact. Mais on est tous humains. On a tous nos mécanismes d'adaptation et de survie et c'est OK comme ça. Puis l'enfant aussi peut montrer une peur excessive ou sembler détaché sans émotion. Il peut avoir des colères intenses et fréquentes qui peuvent être même difficiles à calmer sans savoir le trop pourquoi du comment ça arrive. Il peut montrer de l'hypervigilance, toujours être sur le qui-vive, se sauter facilement. Ce qui m'amène à vous partager aujourd'hui le témoignage d'une éducatrice que j'ai reçue. Pour la confidentialité et le respect, je n'aimerais pas de nom de personne aujourd'hui. Je veux qu'on comprenne l'état de la situation
pour être capable de mieux agir, de mieux comprendre, de mieux informer et de mieux intervenir. C'est tout. C'est juste ça mon but. Continuons. Donc, l'éducatrice me dit qu'elle avait un petit garçon de 4 ans dans son groupe qui faisait systématiquement, qui avait une peur d'aller aux toilettes. Lui, c'était non, 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 non. Tu sais, elle lui proposait d'y aller, même en douceur, mais l'enfant, c'était un non catégorique. Il ne voulait pas. Finalement, l'éducatrice se renseigne, prend ces informations avec la famille, les intervenants, puis elle se rend compte justement que la famille en question vit certaines difficultés à la maison, qu'il y a des conflits, qu'il y a de la confusion, qu'il y a peut-être même de la violence. Tu sais. Et justement, la salle de bain, l'éducatrice, elle, ce qu'elle suppose, c'est que la salle de bain rappelle les moments de tension à la maison. Puis, l'enfant était tout simplement pas capable de le dire avec des mots, mais sa façon d'être, son comportement parlait automatiquement pour lui. C'est vraiment impressionnant tout ça. C'est vraiment impressionnant. L'enfant, le corps, c'est impressionnant dans le sens de voir jusqu'à quel point le corps peut parler pour l'enfant à cet âge-là. Il faut juste savoir être alerte, être mis en éveil comme je le fais aujourd'hui pour comprendre ce qui se passe. Puis aussi, il peut y avoir des manifestations au niveau du comportement. Oui. L'enfant, là, il peut avoir des réactions extrêmes face à vos frustrations du quotidien, puis on ne sait pas trop pourquoi, on ne sait pas trop qu'est-ce qui se passe. Mais qu'est-ce qui se passe exactement? Puis qu'est-ce que ça peut emmener au quotidien? Ça peut emmener une agressivité soudaine envers les autres enfants ou les adultes, une opposition forte aux consignes avec une difficulté à tolérer le non, une régression, un retour à des comportements moins adaptés selon l'âge de l'enfant, comme se remettre à sucer son pouce ou faire pipi au moment de la sieste ou faire pipi au lit à la maison. Ça peut aller jusque-là. J'aimerais vous donner un autre témoignage d'une éducatrice pour toujours vous mettre en contexte puis vous permettre de mieux analyser et observer si jamais ça arrive, des signes comme ça si jamais tout ça arrive et se manifeste dans votre quotidien pour savoir mieux observer et mieux agir et intervenir. Autant qu'éducateur que membre de l'entourage de cette famille-là, je trouve que c'est important d'avoir une mise en éveil aujourd'hui. Simple. C'est une éducatrice spécialisée dans une garderie. Elle dit qu'elle travaille avec une fillette de 3 ans, mais la petite fille refuse catégoriquement de jouer avec les autres. La petite fille se cache sous les tables et criait quand quelqu'un s'approchait de elle. Elle avait des réactions de panique quand elle entendait aussi des bruits forts, comme une chaise qui tombe. L'éducatrice se questionne, se demande qu'est-ce qui se passe. Elle prend ces informations. Puis, après un suivi, l'éducatrice apprend qu'il y a une dynamique de violence conjugale à la maison. Et qu'est-ce que ça a amené au niveau de la petite fille de 3 ans? C'est d'être en mode alerte constante. Donc, toutes les situations pour la petite fille emmenaient la petite fille involontairement à être en mode survie, en mode alerte. Maintenant, il y a plusieurs aspects qu'on doit considérer. Là, on vient de parler du niveau du comportement, qu'est-ce que ça peut faire. On peut parler au niveau émotionnel, relationnel, qu'est-ce que ça peut faire. Mais là, on va s'attarder à l'aspect physique et neurologique. Le trauma ne touche pas que les émotions et le comportement, comme je viens de l'énoncer. Il y a des effets sur le corps et le cerveau. Certains signes physiques sont plus révélateurs, comme des difficultés au niveau du sommeil, des difficultés à s'endormir, des cauchemars fréquents,
des douleurs inexpliquées au ventre, à la tête, des difficultés à se concentrer et à suivre une consigne. Puis ça peut même avoir un impact dans le développement général, dans toutes les sphères de développement de l'enfant. Par exemple, ça peut avoir un impact, ça peut occasionner potentiellement un retard dans le développement du langage ou voire moteur. Mais il ne faut pas mettre de côté les autres aspects non plus, mais c'est des exemples que je vous donne pour vous mettre en piste aujourd'hui. Pourquoi tout ça? Ben, un enfant qui vit un stress d'une longue période, un stress qu'on pourrait dire chronique, est souvent en mode survie. Qu'est-ce que ça fait pour le cerveau? Ton cerveau priorise plutôt la protection que l'apprentissage. Qu'est-ce que ça va amener? Et ça va amener potentiellement que, comme résultat, que l'enfant ait plus de difficultés à se concentrer, plus de difficultés d'attention et de mémorisation. Mais l'important, c'est qu'on prenne conscience de ça aujourd'hui, vous et moi, dans l'écoute, ouverture, l'empathie, comme je le dis, puis de dire, bon, OK, je suis consciente de ça. Maintenant, moi, si je veux faire quelque chose, qu'est-ce que je peux faire? Parce que l'enfant, c'est pas une fatalité qu'est-ce qu'il vit en ce moment. C'est loin d'être une fatalité. Il y a toujours une solution. Restons optimistes dans cette situation, dans cet aspect-là que je vous partage avec vous aujourd'hui. Restons optimistes. Si on offre une possibilité, soit à l'école, soit dans des activités parascolaires ou dans un service de garde, la possibilité d'offrir le petit plus qui peut faire toute la différence, bien, cela va avoir définitivement un impact dans la vie de l'enfant. Puis, si on se montre ouvert et à l'écoute des parents qui vivent des difficultés aujourd'hui, bien, ça peut avoir un réel impact aussi dans la vie de cette famille-là qui a besoin d'écoute, d'ouverture, puis surtout d'empathie, mais encore plus de compassion. Parce que des fois, tout peut découler dans un claquement de doigts. Tout peut tomber dans un claquement de doigts. Puis, ça prend du temps de se relever de ça. Puis, il ne faut pas l'oublier. Ça prend du temps de se relever de ça. Puis, j'aimerais ça aussi vous mettre en alerte. D'autres aspects qui peuvent arriver au niveau au niveau du 0,5 ans chez l'enfant. Parce que oui, on n'en parle pas assez, ça touche. Quand on vit une difficulté qui a l'air impossible à surmonter ou qu'il faut se donner le temps de surmonter, ça a un impact sur toute la famille, autant proche qu'éloigné, qu'amis. Ça, c'est non discutable, c'est un fait. Donc, le trauma complexe peut toucher même les tout petits, puis se manifeste de manière très subtile. Pourquoi? Parce que les enfants de cet âge-là n'ont pas encore la capacité d'exprimer ce qu'ils ressentent, mais ce qui est fascinant, c'est comment le corps, lui, a la capacité de l'expliquer et de l'exprimer de manière soit inconsciente ou consciente. Mais tout ça, ça répond à un stress qui est présent, qui est là, puis qui montre que, dans le fond, qui envoie un message au cerveau que l'enfant tente de s'adapter à son environnement, tente de se mettre en mode survie, puis en mode solution. Donc, maintenant, comment on peut faire pour donner le petit plus à cette famille-là, à cet enfant-là, qui peut faire toute la différence? Qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que si on reste de notre côté à rien faire, est-ce qu'on va vraiment aider la famille? C'est sûr qu'il faut se prioriser soi en premier, c'est sûr, mais il ne faut pas se mettre dans des situations compromettantes ou à risque. Il faut faire preuve de discernement, comme je le dis depuis le début. C'est un fait. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour cette famille-là et cet enfant-là
pour arriver à des fins que l'enfant se développe mieux, puisse finalement à développer son plein potentiel, puis qu'ensuite, la famille arrive aussi à développer son plein potentiel. Puis, vous allez me dire, après toutes les informations que je vous ai partagées, parce que c'est vraiment dans un cadre informatif et préventif que je fais ce podcast-là aujourd'hui, mais comment moi, je peux intervenir si je suis témoin de ça, si ça m'arrive, si je prends conscience que dans mon entourage, j'ai observé ces aspects-là qui peuvent se manifester chez un enfant. Qu'est-ce que je peux faire? Un, vous informer, comme en écoutant le podcast. Deux, au besoin, aller consulter une autorité compétente ou un professionnel si éventuellement vous en ressentez le besoin. Trois, qui est le plus important, offrir votre support et votre écoute à la famille et à l'enfant, puis peut-être offrir des moments de répit à la famille qui pourraient être aussi un plus si vous sentez éventuellement bien capable, bien entendu. Donc, puis aussi, c'est d'offrir un cadre prévisible et sécurisant selon moi, avec des routines claires, un ton de voix rassurant. La personne qui décide de venir en aide à cette famille-là ou à cet enfant-là, ça peut être des choses que vous pouvez apporter comme conseil ou en mettant en action ça, si vous décidez de faire un répit pour aider la famille. Ça peut être des solutions aussi. Mais toujours ne pas se mettre dans une situation compromettante, ceux qui décident d'aider, bien entendu. Il faut aussi valider les émotions de tous et chacun et surtout de l'enfant. Au lieu de dire arrête de pleurer, tu peux dire à l'enfant, je vois que tu es fâché, mais sache une chose, je suis là pour toi. Puis tu peux encourager l'enfant à travers certains jeux pour lui permettre qu'il puisse se libérer de ce qu'il vit, se libérer, de s'exprimer. Ça aide beaucoup. Par des jeux symboliques, des jeux de marionnettes ou encore lui faire un dessin, lui demander ce qu'il ressent selon l'âge qui est rendu, bien éventuellement. Mais surtout, faire preuve de patience. Parce que, autant avec la famille qu'avec l'enfant, la confiance, ça prend du temps à se construire. Ça revient à ce que je pense que je vous ai dit plus tôt. Donnons-nous le temps nécessaire pour agir et mieux intervenir. Et surtout, ça m'emmène à vous dire, travaillez en équipe. Allez chercher toutes les ressources nécessaires que vous jugez nécessaires, mais laissez-vous le temps. C'est ce qui m'emmène à vous donner un autre témoignage aujourd'hui d'une éducatrice en milieu scolaire. C'est toujours pour vous mettre en contexte, là, chers auditeurs. Là. Un petit garçon de sa classe de maternelle lançait des objets quand il était frustré. Elle se demandait pourquoi, elle a investigué, elle a été chercher de l'information, elle a observé. Puis au lieu de le punir, elle a décidé d'être compatissante avec lui. Puis elle lui a montré un coin calme avec des coussins et des objets sensoriels. Ça a pris du temps, mais petit à petit, l'enfant a décidé de s'y rendre avant d'exploser. Donc, elle a construit un lien de confiance avec l'enfant tranquillement. Puis elle a construit un coin qui pouvait se sentir apaisé et en sécurité, qui est vraiment important. Puis c'est souvent par des actions simples qu'on peut tout changer, puis parfois on peut tout faire la différence. C'est sûr qu'ici, on y va dans l'ensemble. On ne parle pas de sujet ou de cas précis, mais on y va dans un ensemble. C'est à ne pas négliger ni oublier. Donc, finalement, ça a pris de la patience. Ça prend de la patience. Ça prend de la dévotion. Ça prend du courage. Accepter d'être au fait de tout ça. D'accepter d'être au fait de mettre des choses en place.
Mais ça a eu des bénéfices pour la classe à long terme et pour le petit garçon, qui est quand même pas négligeable. Donc, en conclusion, merci d'avoir pris le temps d'écouter le podcast jusqu'à présent. Ça montre que si vous êtes rendu jusqu'ici, que vous avez un réel engouement et intérêt envers le podcast. Et je tiens sincèrement à vous en remercier. Merci d'être là. Merci de faire partie du mouvement. Merci d'être un porteur de lumière, un porteur d'éveil de conscience. Je crois que les gens ont besoin d'un espace en 2025 où ils peuvent se livrer, où ils peuvent se référer et avoir un cadre et se sentir bien. Et être dans un endroit non jugeant, empathique et neutre où ils peuvent se référer, se poser, s'apaiser. Dans une ouverture et un non-jugement. Tout en favorisant la compréhension et l'amour de tous et de chacun, dans nos forces, dans nos faiblesses, dans qui on est. Parce on est tous des bonnes personnes. On est tous des bonnes personnes, mais en quête de devenir une meilleure version de nous-mêmes. Et parfois, ça prend du temps, ça prend de l'aide, ça prend des stratégies, ça prend des techniques pour y arriver. On ne peut pas tout connaître, on ne peut pas tout savoir. Donnons-nous le temps au temps d'aller chercher ce qu'on a besoin. Et aussi d'accepter nos émotions une minute à la fois, si besoin. Bref, les traumas complexes en petite enfance, ils ne sont pas toujours visibles, mais leurs impacts sont réels, peuvent être réels et durables. Mais en étant dans l'ouverture, en étant dans la compassion, en étant dans l'accueil, en offrant du support, du soutien, on peut réellement faire la différence. Un environnement bienveillant et sécurisant peut vraiment l'aider l'ensemble de la famille, l'ensemble ou des enfants à bien se bâtir et à se construire. Merci d'avoir écouté Parlons avec cœur, édition du 2 février 2025 en mode solo. N'hésitez pas à partager cet épisode si tu penses que ça pourrait aider. Et merci de faire partie de cette belle élancée, de ce beau mouvement en pleine essor, en pleine éclosion. Je te souhaite sur ce de passer une très belle semaine. Surtout, pense à toi, prends soin de toi et tu es plus fort que tu le crois.